Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principaux d'exportation du pays, le panel de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais, principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente de la manière suivante. Un dollar américain vaut 2844,8599 francs congolais. Un euro équivaut à 3053,7254 francs congolais. Un franc CFA égale à 4,6554 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 157,3134 francs congolais. Au marché parallèle, un dollar américain équivaut à 2830 francs congolais, un euro vaut 2843 francs congolais et un franc CFA vaut 3,8 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a enregistré encore une légère hausse érique. Elle coûte 9 491,60 dollars américains contre 9 425,85 dollars américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a encore enregistré une baisse. Il revient à 26 750 dollars américains contre 26 805 dollars américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 2298,28 dollars américains contre 2326,40 dollars américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 80,76 dollars américains contre 80,64 dollars américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 7 967 dollars américains contre 9 659 dollars américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Elle a commencé à prendre sa vitesse de croisière. La Cour des comptes, en plus du contrôle de gestion des finances publiques, a organisé son premier procès. C'était le 7 mai dernier. Des procès pour faute de gestion. Avec l'intensification des actions de la Cour des comptes, peut-on espérer une gestion orthodoxe des finances publiques pour aboutir au développement économique de la RDC? Jeudi Économie reçoit pour vous, pour la deuxième fois, le premier président de cette institution. Monsieur Jimmy Munganga, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Ambago. Alors, monsieur le Premier Président, c'est notre deuxième rencontre, deuxième émission, presque une année aujourd'hui. La première question que j'aimerais vous poser, comment se porte la Cour des comptes aujourd'hui? Très bien. La Cour se porte très bien. Je sais qu'il y a encore un long chemin à parcourir, mais à ce stade, nous pouvons nous permettre de dire que ça se passe bien, plutôt. Ça se passe bien, les gens ont aujourd'hui peur de vous, craignent la Cour des comptes? Ça se passe bien parce que la Cour des comptes a reçu de la Constitution et de sa propre loi organique une mission qui est celle plutôt de contrôler la gestion des finances et des biens publics. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, il y a eu... on a assisté ici à ce premier procès, je venais de l'annoncer. Il y a eu des condamnations. De quoi s'agissait-il exactement? On a eu un procès, on a eu un public ici au siège de la Cour des comptes. Il y a eu des condamnations. Dites-nous un peu de quoi s'agissait-il? Il s'est agi de procès en matière de discipline budgétaire et financière. Et lorsqu'on parle de la discipline budgétaire et financière, il s'agit là du contrôle juridictionnel. Parce que lorsqu'on parle du contrôle à la Cour, il y a deux types de contrôle. Nous avons le contrôle juridictionnel
et le contrôle non juridictionnel. S'agissant particulièrement du contrôle juridictionnel, nous avons là d'abord le jugement des comptes de comptables publics, assignataires des recettes et des dépenses. Nous avons le jugement des gestionnaires des fêtes et nous avons enfin le jugement des fautes de gestion. Ce sont là le contrôle juridictionnel, n'est-ce pas, que fait la Cour des comptes. Et le procès auquel vous faites allusion font partie, ce procès-là, font partie du contrôle juridictionnel et principalement la faute de gestion, la poursuite, ou si vous voulez, les poursuites et la répression de faute de gestion. La faute de gestion qui doit être entendue comme ou comprise comme tout manquement, n'est-ce pas, aux règles de bonne gestion des finances et des biens de l'État. Voilà. Donc, ce procès-là ont concerné les fautes de gestion commises par toutes les personnes, n'est-ce pas, qui étaient poursuivies devant la Chambre de discipline budgétaire et financière. Alors, quelle est la procédure pour la prise en charge justement de ces indélicatesses en matière de gestion des finances publiques, en matière de discipline budgétaire? La procédure, pour être bref, il faut aller à l'article 127 de notre loi organique. Le législateur dit que les fautes de gestion sont déférées à la Cour par le procureur général près la Cour des comptes. Donc, la Cour des comptes, le siège, j'entends, ne se saisit pas d'office des cas de fautes de gestion. Donc, les fautes de gestion sont portées à la connaissance du procureur général. C'est lui, n'est-ce pas, qui est le maître de l'action publique. C'est lui qui saisit la Cour des cas de fautes de gestion. Le procureur général est saisi soit, c'est que souvent d'ailleurs le cas, il est saisi par le siège qui peut constater le cas de faute de gestion à la suite des rapports, comment dirais-je, des audits, n'est-ce pas, qui ont été faits au niveau de la Cour des comptes. Lorsque la Cour produit ces rapports, et le siège peut constater des cas de faute de gestion. Et dans cette hypothèse-là, le siège informe le procureur général de ce cas. Et le procureur général prépare les dossiers, met les dossiers en état et il saisit la Chambre de discipline budgétaire et financière. Le procureur général peut également être saisi par des dénonciations des ministres ou d'autres personnes. De la même manière, le procureur général prépare les dossiers et il saisit ensuite la CDBF, la Chambre de discipline budgétaire et financière. Lorsque cette chambre est saisie, son président désigne un magistrat rapporteur qui va procéder, n'est-ce pas, à l'instruction de l'affaire. C'est ce qui équivaut au judiciaire à l'instruction préjuridictionnelle. Donc, le magistrat instructeur pose les actes d'instruction, comme le fait l'officier de ministère public, n'est-ce pas, de droit commun. C'est comme ça que je dis toujours à la Cour, l'instruction est faite par le magistrat rapporteur. Donc, la CDBF saisit, son président désigne un magistrat instructeur, celui-là procède à l'instruction de l'affaire.
Et à la fin de cette instruction, le magistrat instructeur adresse un rapport à son chef, le président de la Chambre de discipline budgétaire et financière. Et ce rapport-là est ensuite transmis au procureur général, qui est le maître de l'action publique. Le procureur général va ensuite saisir de nouveau la CDBF, la Chambre de discipline budgétaire et financière, cette fois-là, pour demander, n'est-ce pas, au président de cette chambre-là, que la personne mise en cause, n'est-ce pas, soit jugée à l'audience publique. Alors, voilà la procédure. Alors, Monsieur le Premier Président, un procès, tapage médiatique, diffusion à la télévision nationale, diffusion dans les médias. Pourquoi une forte campagne médiatique autour de ce procès? Bon, M. Eric, la Cour des comptes existe depuis 1987. Au moins 37 ans. La Cour n'a jamais procédé au contrôle juridictionnel. La Cour n'a jamais rendu n'avait jamais rendu un seul arrêt. Alors, lorsque... C'était quoi? Pourquoi n'avait pas rendu? C'était faiblesse, il y avait inexistence des textes ou incompétence des animateurs de l'époque? Non, je dirais plus la volonté politique. C'est-à-dire que les autorités politiques d'alors ne trouvaient pas que la Cour des comptes était importante pour elles. Et il y avait ça, il y avait aussi la peur du contrôle. Donc, les autorités d'alors étaient hostiles au contrôle. Et tout cela ne pouvait pas permettre à la Cour de faire son travail. Mais depuis 2 ans, le chef de l'État actuel avait compris, n'est-ce pas, l'importance d'une Cour des comptes dans un pays. Et il avait décidé de réhabiliter la Cour des comptes. Et la Cour des comptes réhabilitée, lorsque nous arrivons à la tête de la Cour des comptes, parmi nos priorités, c'était, n'est-ce pas, de permettre à la Cour des comptes d'exercer le contrôle juridictionnel, que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors, et lorsque nous sommes en mesure de passer au procès, de juger les auteurs de fautes de gestion, il était tout à fait normal qu'on entoure cet événement-là d'une publicité, parce que c'était pour la première fois que la Cour des comptes de notre pays, n'est-ce pas, puisse exercer le contrôle juridictionnel. Et je dois vous dire, en toute honnêteté, que je suis fier, n'est-ce pas. Je me réjouis aujourd'hui que la Cour des comptes, n'est-ce pas, puisse disposer d'une jurisprudence. Sous le régime actuel, n'est-ce pas, de Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République, magistrat suprême, et sous le mandat de M. Munganga comme premier président. Voilà ce qui explique cette publicité. C'est un message que nous avons lancé, n'est-ce pas, à la population congolaise, que la Cour est là. La Cour est là et le travail a commencé. Voilà. Il y a eu des condamnations, 20 millions, 25 millions pour ces comptables publics. Comment seront exécutées finalement les condamnations? Comment les peines seront appliquées concrètement? Bon, et les peines sont exécutées par
le procureur, bon, nous sommes à l'article 174, qui dit quoi? Dès leur notification, les arrêts prononcés par la Cour des comptes sont exécutoires et le patrimoine de la personne condamnée ou sont exécutoires sur le patrimoine de la personne condamnée ou, en cas d'absence, de disparition ou de décès de celle-ci sur la masse successorale. Lorsqu'un débet ou une peine d'amende est prononcée, la personne condamnée ne peut en être quitte et libérée qu'après avoir entièrement soldé. Et on dit encore à l'article 175, les amendes et les débits prononcés en vertu de la présente loi organique bénéficient du privilège du Trésor en matière de recouvrement des recettes et ne peuvent faire l'objet d'une quelconque mesure de dégrèvement de la part du ministre ayant les finances dans ses attributions. Donc, lorsque la Cour des comptes condamne à une amende, cette décision-là est exécutoire. Nonobstant appel. Exécutoire. Et c'est le procureur général qui surveille, n'est-ce pas, l'exécution, qui veille sur l'exécution des arrêts de la Cour des comptes. Alors, les personnes qui ont été condamnées là, elles vont payer cette amende-là. Mais elles vont payer à travers leurs propres revenus ou ça sera placé sur le dos de... Non, c'est une responsabilité personnelle. Ils engagent leur responsabilité personnelle. Ils vont payer sur leur patrimoine. C'est pour cette raison-là que s'ils n'ont pas des espèces, ils n'ont pas d'argent, on va exécuter sur leur patrimoine. Et s'ils n'ont pas de patrimoine? S'ils n'ont pas de patrimoine, bon, écoutez, on parle de la succession. La succession, c'est-à-dire que on finira par... le trésor finira par récupérer son argent. Donc, si on ne sait pas exécuter sur lui, on va exécuter sur ses héritiers un jour. Voilà. Alors, on a condamné les comptables publics. Est-ce que on pourra voir un jour des ministres défiler ici à la Cour des comptes? Défiler ou être convoqué comme on l'a fait pour les comptables? Je voudrais d'abord expliquer une chose avant de répondre à cette question. Parce que j'ai entendu les gens dire on s'acharne sur les petits poissons, pourquoi le comptable public alors que il y a les ministres, il y a les mandataires, etc. Je voudrais vous expliquer une chose. Lorsqu'on parle des opérations d'exécution du budget, il y a deux acteurs principaux qui interviennent. Nous avons en amont les ordonnateurs et en aval les comptables publics. Je vais lire pour vous les attributions d'un comptable public. Voilà. On dit en recette, le comptable public doit vérifier l'autorisation de percevoir les recettes et la régularité des réductions et des annulations d'ordre de recettes. En dépenses, le comptable doit vérifier l'habilitation des ordonnateurs, l'imputation des dépenses, la disponibilité des crédits, l'intervention des contrôles antérieurs, la justification de l'existence des dettes, l'exactitude des calculs de liquidation, l'opposition de la prescription si elle est encourue et la validité du paiement. Ces contrôles sont sanctionnés par le refus d'exécution des ordres irréguliers des ordonnateurs. Donc, le comptable public joue un rôle très important dans l'exécution des opérations budgétaires en recettes comme en dépenses. Il est appelé à sanctionner, n'est-ce pas, les ordres des ordonnateurs.
Alors, nous avons jugé utile de commencer d'abord par eux. Parce que c'est eux qui contrôlent, j'ai dit, les actes des donateurs. C'est eux qui captent dans leur comptabilité toutes les opérations en rapport avec l'exécution du budget. Est-ce qu'un comptable peut tenir tête à un ordonnateur qui est son supérieur? Le comptable public n'est pas un subordonné de l'ordonnateur. Ça, il faut qu'il me suive, qu'il le retienne. Le comptable public n'est pas un subordonné de l'ordonnateur. Il peut dire non à un ordre irrégulier. Il faut même pas dire il peut. Il doit dire non à un ordre irrégulier de l'ordonnateur. Alors, si il ne le fait pas, alors qu'il sait que cet ordre-là est irrégulier, eh bien, il commet une faute de gestion. Il va être poursuivi et sanctionné devant la Cour des comptes. Mais il risque d'être remercié si il s'oppose à une décision, à un ordre de son ordonnateur. Le comptable ne peut pas être sanctionné pour avoir fait correctement son travail. Je crois que nous avons un nouveau ministre des Finances. J'ai déjà eu à le rencontrer et il y aura encore d'autres rencontres. Ce sont, n'est-ce pas, des sujets qui feront, c'est l'un des sujets qui fera l'objet, n'est-ce pas, des échanges que je vais avoir prochainement avec le ministre des Finances. Parce que on doit prendre des précautions pour protéger le comptable qui fait correctement son travail. Parce qu'il n'est pas normal qu'on puisse renvoyer un comptable parce qu'il a refusé d'exécuter un ordre illégal d'un ordonnateur. Nous allons veiller à cela. Si nous apprenons qu'on a renvoyé un comptable public pour avoir fait correctement son travail, eh bien, la Cour des comptes va se saisir de ce cas-là. Monsieur le Premier Président, il y a eu certains avocats qui ont condamné la Cour d'avoir condamné leurs clients parce que ce n'étaient pas des comptables assignataires. Ils sont des comptables principaux, mais pas des comptables assignataires. Comment est-ce que la Cour a pu se comporter ainsi? Bon, je commence d'abord par vous dire, monsieur Eric, est-ce que vous avez déjà vu un avocat applaudir un jugement ou un arrêt qui condamne son client? Par principe, non. Mais je vais plus loin. La Cour des comptes, la procédure devant la Cour des comptes est méconnue de plusieurs personnes. Même les avocats, malheureusement. Des avocats qui sont intelligents. Mais c'est une nouvelle matière. C'est comme ça que nous, depuis un certain temps, nous avons décidé de vulgariser notre loi organique. Lorsque vous suivez cet avocat-là, ou les avocats, n'est-ce pas, qui étaient passés ici, nous constatons qu'ils confondent la procédure devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières et le jugement des comptes. C'est-à-dire? Évidemment, les deux, là, nous sommes en matière de contrôle juridictionnel. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de jugement de compte, ça veut dire quoi? À la fin d'un exercice budgétaire, au plus tard le 31 mars, le comptable public assignataire des recettes et des dépenses ont l'obligation de produire devant la Cour des comptes ce qu'on appelle le compte de gestion. C'est un peu la consolidation des comptabilités annuelles. Alors, lorsque on est en matière de jugement des comptes, on ne peut juger que le comptable public assignataire de recettes et de dépenses.
Vous pouvez trouver ça rapidement à l'article 26 où on dit « La Cour des comptes veille au respect des délais de production des comptes par les comptables publics principaux assignataires. » C'est vrai ce qu'il dit. Mais lorsque on est en matière de jugement de comptes, là, ce sont les comptables publics assignataires qui déposent le compte. Mais les audiences qu'on a suivies ici, le procès qu'on a suivi ici, ce n'est pas en matière de jugement des comptes de comptables publics. C'est en matière de discipline budgétaire et financière. Vous trouvez ça à l'article 28, je crois, 28 du règlement général sur la comptabilité publique. On dit, l'article dit, à la fin de chaque trimestre, les comptables publics principaux déposent à la Cour des comptes leur comptabilité mensuelle et les pièces justificatives y afférentes. Les comptables publics principaux, on ne fait pas de distinction. Et c'est la même chose lorsque vous lisez l'article 32 de notre loi organique. Sont justiciables devant la Cour des comptes pour faute de gestion en matière de discipline budgétaire et financière, notamment le comptable public. Point. Dans le comptable public, on ne fait pas de distinction entre le comptable public assignataire ou non. Donc, je me résume en disant ceci. Les procès qu'on a suivis ici, c'était en matière de discipline budgétaire et financière. C'est-à-dire que les personnes qui étaient poursuivies ici, elles étaient poursuivies pour avoir commis les fautes de gestion, pour n'avoir pas produit ou pour avoir produit en retard les comptabilités mensuelles et non le compte de gestion. Les comptes de gestion sont déposés une fois le 31 mars de l'année N+1. C'est-à-dire que là, nous sommes au mois de mai. Donc, le compte de gestion de 2023 était censé être déposé à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars. Les comptes de gestion. Mais les comptabilités mensuelles sont déposées à la fin, n'est-ce pas, de chaque trimestre. On dépose les comptabilités mensuelles. À la fin de chaque trimestre, on dépose. Et lorsque vous ne les déposez pas, vous commettez une faute de gestion. La faute de gestion qui est prévue à l'article 129 et 214, n'est-ce pas, de la LOFIP. Alors on parle justement les critiques. Vous avez condamné des menus frétins, si on peut le dire comme ça. Mais est-ce que il y a des mandataires qui viendront, qui passeront ici à la Cour, qui seront convoqués par la Cour pour faute de gestion? Oui, monsieur Eric. Nous avons d'ailleurs des dossiers qui sont en cours ici. Hein. Et déjà le 2 juillet, il est programmé une audience ici. Il y a les DG de Metelsat qui est poursuivi ici pour faute de gestion. C'est un mandataire public, c'est pas un comptable public. Il y a plusieurs dossiers qui sont en chantier ici. Il y a par exemple le dossier du DG de la RVA. Ce dossier est en instruction ici. Et il finira par un procès. Et il y a aussi CONAC. Il y a plusieurs dossiers qui sont en chantier. La Cour a fait le contrôle de gestion de la ville de Kinshasa. Par exemple, il y a eu
il y a des cas de faute de gestion qui sont... On attend les conclusions depuis Kinshasa. Non, mais vous savez, la Cour a ses procédures. On n'a pas encore produit ce rapport-là. Mais il y a des cas de faute de gestion. Ça passera, ça sera soumis, n'est-ce pas, à la Chambre des budgétaires et financières. Vous prenez par exemple le rapport produit sur l'audit des recettes judiciaires. Là, il y a beaucoup de cas de faute de gestion qui ont été constatés. Et la Cour est en train de préparer le dossier à transmettre au procureur général pour que lui, à son tour, il saisisse la CDBF. Donc, je réponds par oui en disant, M. Eric, les mandataires publics vont passer devant la CDBF. Mais s'agissant des ministres, ça, il faut que je le précise ici. En matière de faute de gestion, nous les appelons les ordonnateurs politiques, les ministres, le gouverneur de province, tout ça. Ils ne relèvent pas de la juridiction de la Cour des comptes. Donc, on ne peut pas poursuivre un ministre ou un gouverneur de province à la Cour des comptes pour faute de gestion. Pourtant, il est ordonnateur. Il est ordonnateur. Ça, c'est le statut qui le dit. Mais la Cour des comptes le contrôle. La Cour des comptes contrôle leur gestion. Si la Cour constate, n'est-ce pas, l'existence de fautes de gestion commises par ces ordonnateurs politiques, le dossier est transmis à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale selon les cas, pour qu'à ce niveau-là, on puisse activer le mécanisme de leur sanction politique. Ça, c'est la volonté du législateur. Mais c'est pas suffisant pour contraindre ces gestionnaires à bien gérer la République. Cette situation-là ne nous enchante pas. Et même les chefs de l'État, lors de mon allocution à l'occasion de l'année passée, à l'occasion de la rentrée judiciaire, quand les chefs de l'État avaient appris qu'il y a des ordonnateurs qui échappent à la juridiction de la Cour des comptes, ils étaient mécontents. Moi, il m'avait posé la question de savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour changer cela. Je ne veux pas anticiper les choses. Mais qu'est-ce qu'il faut pour changer? Non, mais pour changer, mais on doit réviser la loi organique. Donc, nous sommes en train d'y travailler pour voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, proposer, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale la révision de cette disposition légale. Parce que ça, je dois vous le dire, je l'avais souligné également, n'est-ce pas, dans mon allocution l'année passée, à l'occasion de la rentrée judiciaire, que les fautes de gestion les plus graves et même les plus compromettantes pour les intérêts de l'État sont commises par cette catégorie d'ordonnateurs. Donc, il n'est pas normal qu'il y ait des ordonnateurs qui échappent à la juridiction de la Cour des comptes. Parce que lorsqu'on propose, on dit qu'on doit transmettre leur dossier à l'Assemblée nationale, eh bien, l'Assemblée nationale n'est pas une juridiction. L'Assemblée nationale n'est pas une juridiction. Or, notre Constitution le dit, toute personne a droit, n'est-ce pas, d'avoir un juge naturel. Donc, en matière de faute de gestion, aujourd'hui en République démocratique du Congo, les ordonnateurs politiques n'ont pas de juges naturels. C'est anormal. Il y a des pays qui ont déjà compris cela et qui ont avancé. Vous prenez le Congo en face ici, vous prenez le Gabon, vous prenez le Sénégal, le Maroc aussi, je crois. Plusieurs pays ont déjà compris cela et aujourd'hui, leur législation, n'est-ce pas, a corrigé cela. Tous les ordonnateurs relèvent de la justice de la Cour des comptes. Et je suis confiant, je sais que nous arriverons à cela aussi. Monsieur le Président, il y a un exemple, disons un condamné qui était en fonction ne l'est plus, il a été viré ou il n'est plus en fonction. Comment on fait pour
poursuivre cet individu qui était accusé pendant qu'il était en fonction de faute de gestion? Comment est-ce qu'on va la procédure va s'enclencher pour cette personne? Bon, en matière de faute de gestion, la responsabilité est personnelle. Je viens de le dire. La responsabilité est personnelle. Lorsque vous commettez une faute de gestion, et lorsqu'au moment de poursuite, vous n'êtes plus en fonction, la Cour des comptes vous suit là où vous êtes. Donc, les mandataires publics, les ministres qui ne sont plus en fonction, qui ont commis les fautes de gestion, ils seront poursuivis devant la Cour des comptes. Pour les ministres qui ne sont plus en fonction, oui, ils vont pas échapper à la justice de la Cour des comptes parce que ils n'auront plus les immunités, la qualité d'ordonnateur politique. Les ministres qui ne sont plus en fonction. Et les immunités là, ça c'est en matière pénale. Hein, lorsqu'on parle des immunités. Les immunités, oui. Ouais, donc, c'est-à-dire, prenons le cas d'un ancien ministre qui a commis une faute de gestion et qui est aujourd'hui, par exemple, député national. Oui. Il bénéficie des immunités. Mais ça, c'est en matière pénale. En matière pénale. Nous, ici... vous pouvez le convoquer. Si, on va le convoquer. Les ministres qui ne sont plus en fonction. Mm-hmm. Il est député national. S'il y a un ministre qui n'est plus en fonction, qui est poursuivi qui a commis une faute de gestion, eh ben, il sera poursuivi ici à la Cour des comptes. Sans passer par le bureau de l'Assemblée nationale, par exemple? Non, parce que nous ne sommes pas en matière pénale. Alors, Monsieur le Président, la Cour des comptes a publié également cette année un rapport sur les soins de santé des agents et cadres de l'État à l'étranger. Des milliards de francs congolais sont sortis du trésor public. Plus de 300 bénéficiaires ne sont pas retracés. Alors, comment évolue ce dossier? Ce dossier a déjà été transmis au ministre de la Justice. C'est ce que prévoit notre loi organique. Lorsque il y a des infractions de droit commun qui sont constatées ici au niveau de la Cour des comptes, le procureur général prépare les dossiers et il les transmet au ministre de la Justice qui, lui, a la responsabilité de saisir le procureur général près la Cour de cassation pour disposition et compétence. Donc, la Cour a déjà fait son travail. Mm-hmm. Le PG, le procureur général, a déjà transmis le dossier au ministre de la Justice. Et, il vous appartient de lui poser la question pour qu'il vous donne la suite. Donc pour ça, le comptable n'est pas concerné, vous transmettez directement le dossier au niveau de la justice? Le comptable? Parce qu'il y a des fonds qui ont été décaissés pour permettre à ces personnes de pouvoir voyager. Ces comptables... Non, mais les comptables avaient décaissé les fonds légalement. Les comptables avaient fait leur travail. Mm-hmm. Maintenant, la personne qui avait bénéficié des fonds, plutôt que de voyager, elle ne voyage pas. Donc, elle détourne les fonds destinés, les fonds qui étaient décaissés pour le soin. Alors, nous avons considéré qu'il s'agissait là d'un cas de détournement. Donc, les détournements, c'est une infraction de droit commun. Nous ne poursuivons pas les infractions de droit commun. C'est pour cette raison-là que le législateur a prévu que dans ce cas-là, les dossiers soient transmis, n'est-ce pas, au judiciaire de droit commun, mais via le ministre de la Justice. Alors, on avance, Monsieur le Premier Président, nous sommes en 2024, on attend le rapport de l'exécution du budget de l'année passée, de l'exercice 2023. Est-ce que ce rapport est disponible? Non, pas encore. Pour quelle raison? Et voyons un peu l'article, je crois, 84 de la LOFIP. L'article 84 dit ceci. Le projet de loi portant réduction des comptes du dernier exercice clos, y compris les documents prévus aux articles 81 et 82.1 et 2 de la présente loi, est déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le
15 mai de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. Dans l'impossibilité de respecter ce délai, le projet de loi portant réduction des comptes ainsi que le rapport de la Cour des comptes visé au point 3 de l'article 82 sont déposés avant la fin de la session ordinaire de mars. Donc, s'agissant du dépôt du projet de loi portant réduction des comptes, il y a 2 délais. Le premier délai, c'est le 15 mai. Donc, le gouvernement est tenu de déposer au bureau de l'Assemblée nationale ce document-là, le 15 mai. Mais si, pour une raison ou une autre, le gouvernement ne sait pas le faire le 15 mai, on lui donne un autre délai, le 15 juin. Alors, à ce jour, le gouvernement n'a pas encore déposé le projet de loi portant réduction de comptes au bureau de l'Assemblée nationale. Bon, mais le législateur prévoit... C'est pas une violation de la loi, déjà. Le législateur prévoit une autre possibilité, hein. Je crois que c'est l'article 79. 79, ouais. Au point 4, on dit le projet de loi portant réduction des comptes du budget du pouvoir central du dernier exercice clos au cas où, enfin, donc, ce sont les documents qui accompagnent, hein, donc c'est l'article 79, les documents qui accompagnent le projet de loi des finances de l'année. C'est-à-dire que si le gouvernement n'a pas eu la possibilité de déposer le projet de loi portant réduction de comptes le 15 mai ou le 15 juin, il y a une dernière possibilité, c'est-à-dire lors du dépôt du projet du projet de la loi des finances. Et au point 4, on dit, lors de ces dépôts-là, le projet de loi portant réduction des comptes, parmi les documents qui doivent accompagner le projet de loi des finances, il y a aussi le projet de loi portant réduction des comptes du budget du pouvoir central du dernier exercice clos, au cas où il n'aurait pas été déposé à la date telle que prévue à l'article 85. Donc, ils ont une dernière possibilité. Et vous savez, on peut comprendre pourquoi ce délai-là n'a pas été respecté. Nous n'avions pas un gouvernement, on attendait un nouveau gouvernement, tout ça. Je crois que c'est ce qui explique un peu. Mais sinon, les dernières années ici, le gouvernement respectait toujours ce délai. Mais il y a une question que les gens posent souvent. La Cour des comptes produit des rapports fouillés. Et lors de la reddition des comptes, on sent disons, une disparité, une différence entre le rapport que présente le gouvernement parfois et le rapport produit par la Cour des comptes. Mais au finish, le projet de loi sur la reddition des comptes passe comme une lettre à la poste et voté par la plénière de l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que je vous ai bien compris. Vous savez, le contrôle de l'exécution de la loi des finances relève de la compétence du Parlement. La Cour des comptes assiste le Parlement dans cet exercice-là. Donc, nous faisons un travail que nous soumettons au Parlement. Le reste, c'est le Parlement. Quand vous dites qu'il y a des écarts, tout ça, lorsque nous présentons nos rapports, bon, je ne sais pas exactement à quoi vous faites allusion, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce contrôle-là, c'est un contrôle parlementaire. Donc, si c'est vraiment une question qui vous préoccupe, donc il faudra la poser à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, la Cour des comptes a organisé le 4 avril dernier une journée d'échange à l'intention des mandataires
pour la vulgarisation de sa loi organique. Dites-moi, c'est pourquoi, pourtant la loi existe, tout le monde connaît la Cour des comptes, pourquoi organiser une séance de vulgarisation? La vulgarisation est toujours importante, hein, parce que lorsque nous sommes arrivés à la tête de la Cour des comptes, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens ignoraient le fonctionnement de la Cour des comptes. Notre loi organique prévoit ce que nous appelons, nous, les transmissions obligatoires. Notre mission, je l'avais dit au début, consiste à contrôler la gestion des finances et des biens de l'État, et même des organismes auxiliaires, tout ça. Et les entreprises publiques, les entreprises du portefeuille de l'État, les établissements publics, font partie, n'est-ce pas, des organismes auxiliaires de l'État. Alors, pour l'État, nous faisons ce contrôle à travers, par exemple, la reddition des comptes. Il nous arrive aussi de faire le contrôle de gestion. Alors, mais pour les organismes auxiliaires, le législateur a prévu que ces organismes-là transmettent à la Cour des comptes des informations en rapport avec leur gestion, pour permettre à la Cour des comptes de faire correctement son contrôle. Alors, s'agissant particulièrement des entreprises du portefeuille de l'État, là, si vous allez à l'article 30 de notre loi organique, et aussi à l'article 155, le législateur a prévu un certain nombre de transmissions des informations qui doivent parvenir à la Cour des comptes. Alors, la transmission des états financiers, ce sont ces états financiers-là qui, l'examen de ces états financiers permet à la Cour des comptes de savoir comment ces entités-là ont été gérées. Mais lorsque nous arrivons à la tête de la Cour des comptes, nous avons constaté que les entreprises du portefeuille de l'État ne transmettaient pas leurs états financiers. Donc, par ignorance ou bon, nous avons considéré que c'est par ignorance. Et beaucoup ignorent également. Ou ignorer que c'est... Mais je dois être sincère, hein, je pense que ce n'est pas vraiment l'ignorance. C'était plus l'absence de la volonté politique à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. C'est-à-dire que la rigueur dans la gestion des finances publiques n'était pas une priorité pour les gestionnaires, pour les dirigeants, pendant une longue période. Mais lorsque le régime change, eh bien, on a constaté cette volonté politique-là. Alors, pour justement accompagner cette volonté politique du chef de l'État, nous sommes dit non, écoutez, nous devons nous attaquer à ce fléau-là. Parce que les entreprises du portefeuille de l'État doivent être bien gérées. Elles doivent être contrôlées. Et pour qu'elles soient contrôlées par la Cour des comptes, elles doivent transmettre leurs états financiers. Et raison pour laquelle nous, on a décidé. Nous nous sommes dit, écoutez, nous considérons qu'ils ignoraient cela. Eh bien, nous vulgarisons pour que personne ne prétexte l'ignorance demain. Avec 60 magistrats seulement à la Cour des comptes, est-ce que vous pouvez remplir correctement votre mission? C'est difficile, ça il faut le reconnaître. Parce que si vous prenez le budget, nous avons plus de 9000 comptes. Ce n'est pas 60 magistrats qui vont contrôler tous ces comptes-là. Donc il y a une carence au niveau des effectifs des magistrats de la Cour des comptes. Le problème a déjà été posé au gouvernement. En tout cas, là, jusque-là, nous n'avons pas encore de solution. Parce que
si nous prenons nos crédits qui sont prévus dans le budget 2024 ici, nous n'avons pas de crédit suffisant pour, comment dirais-je, pour recruter. Donc, c'était pareil l'année passée, on n'avait pas, je parle de crédits de rémunération. L'année passée, tout comme cette année, ces crédits-là ne sont pas suffisants pour nous permettre de recruter. Bon, mais le problème a été posé, le gouvernement est conscient de cela, parce que vous savez... C'est une urgence, parce que si la Cour des comptes fait correctement son travail, a les moyens de sa politique, ça permettra une bonne gestion des finances publiques, et puis, par ricochet, le développement économique de la RDC va arriver rapidement. Ça va arriver parce que le gouvernement est conscient de ce problème-là. Vous savez, lorsqu'on élabore le budget, il y a des contraintes. Il y a la Banque mondiale qui vous fixe parfois les plafonds, les FMI, etc. Donc, le gouvernement est parfois buté, n'est-ce pas, devant ce problème-là. On vous dit pour les rémunérations, vous ne dépassez pas tel pourcentage, etc. Mais on évolue petit à petit, parce qu'il faut dire que ce crédit-là, c'est vrai qu'ils ne sont pas suffisants, mais ils évoluent chaque année. Donc, j'espère vraiment que dans un avenir proche, nous aurons les crédits de rémunération suffisants qui pourront nous permettre de procéder au recrutement des magistrats et des auditeurs à la Cour des comptes. Je rappelle que notre invité, c'est le premier président de la Cour des comptes, Monsieur Jimmy Munganga. Avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Sur le marché, la vente des produits de base est faite de la manière suivante. Un sac d'haricots coûte 220 voire 250 $ américains. La mesurette ou copeaux varie entre 2800 et 5000 francs congolais au marché Ziguida. Un sac de riz de 25 kg coûte 73 000 francs. Celui de la semoule varie entre 43 et 63 000 francs congolais, c'est selon la qualité. Une mesurette ou écolo de maïs coûte 2 000 francs. Une mesurette ou écolo de la semoule est à 3 000 francs congolais. Un seau de cossettes de manioc coûte 17 000 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg varie entre 17 et 20 000 francs. Une mesurette ou écolo de farine de froment coûte 4 500 francs congolais. Un pain se vend à partir de 200 francs congolais dans les boulangeries artisanales ou mapayakoni. Un tas de bananes plantains varie entre 3 000 et 7 000 francs. Un plateau d'œufs coûte 16 500 francs congolais. Un tas de tarots varie entre 2 000 et 5 000 francs congolais. Une chikwang bateke varie entre 1 000 et 2 500 francs congolais. Un carton de cuisses à bouillir coûte 58 500 francs congolais. Le kilo est à 6 500 francs congolais. Un carton de malangwa coûte 7 000 francs. Un carton de mungusu est à 74 000 francs. Un carton de rognon coûte 49 000 francs. Celui de foie est à 55 000 francs congolais. Un carton de gésé coûte 70 000 francs. Le kilo est à 8 000 francs congolais. Une rame de poisson chinchard 20 plus est à 73 000 francs. Le kilo coûte 8 000 francs congolais. Un carton de poulet à bouillir coûte 100 000 francs. Celui de poulet sans emballage ou poulet nu coûte 72 000 francs congolais. Le prix d'un poulet varie entre 10 et 15 000 francs congolais, c'est selon le poids. Un carton de tilapia coûte 71 000 francs congolais. Celui de maloa revient à 100 000 francs congolais. Un carton de ngolo est à 66 000 francs congolais. Celui de mikila ou queue est à 162 000 francs congolais. Un carton de jarret revient à 79 000 francs congolais. Un carton de mbanga coûte 73 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 25 litres coûte 120 000 francs congolais. Celui de 5 litres varie entre 27 et 30 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc varie entre 3 000 et 5 000 francs congolais. Celle des épinards est à 1 500 francs congolais. Celle d'oseille est à 1 000 francs congolais. Un filet d'oignon varie entre 38 et 100 000 francs. Celui de ail est vendu à partir de 78 000 francs congolais. Une botte de céleri se vend jusqu'à 10 000 francs congolais. Celle de ndembi ou ciboulette varie entre 3 000 et 5 000 francs congolais. La tomate fruit réapparaît sur le marché. Un tas de 4 grosses tomates est vendu à 3 000 francs congolais. Pendant cette saison sèche, les agrumes sont beaucoup plus visibles sur le marché. Il y a par exemple les mandarines qui coûtent 500 ou 1000 francs congolais. Une orange coûte 500 ou 1000 francs congolais. Un ananas varie entre 3 000 et 15 000 francs. Le cœur de bœuf varie entre 4 000 et 10 000 francs. Un tas de bananes est vendu à partir de 2 000 francs congolais.
Merci Bérom Attendant, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors Monsieur le Président, Premier Président, rapidement quelques questions avant de nous séparer. On parle aujourd'hui de la création d'un parquet financier. C'est une menace pour la Cour des comptes? Pourquoi ce serait une menace pour la Cour des comptes? J'ai déjà entendu cela. Ça ne peut pas être une menace parce que la Cour des comptes a ses attributions et le parquet financier également a ses attributions. Le parquet financier, c'est un parquet pénal. Par essence, c'est un parquet pénal. Nous ne sommes pas une juridiction pénale. Nous poursuivons les fautes de gestion. Mais le parquet financier poursuit les infractions pénales. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, s'agissant de l'audit sur les recettes, les soins de santé à l'étranger. Les dossiers ont été transmis au ministre de la Justice parce que la Cour avait constaté des cas de détournement. Et la Cour est incompétente pour poursuivre cette infraction. Donc le parquet financier va travailler avec voilà, c'est-à-dire que le parquet financier, c'est un parquet qui est spécialisé pour instruire, pour poursuivre comment dire, un type précis des infractions. Les infractions à caractère économique et tout ça. On y trouve, n'est-ce pas, au parquet financier, des magistrats formés spécifiquement pour ça. Parce que aujourd'hui, moi je suis juriste, j'ai fait le droit. Nous avons le cours de finances publiques à l'université, mais c'est pas vraiment approfondi. Hein? Donc, un magistrat que vous trouvez au pouvoir judiciaire aujourd'hui, de bonne foi, il maîtrise pas comme il faut les finances publiques. Donc, il faut une formation spécifique. Il faut une formation spécifique. Et si on parle du parquet financier, là, on y trouve des magistrats qui ont été formés, n'est-ce pas, dans ces matières-là. Alors, deux dernières questions. Monsieur le Premier Président, le protocole vous respecte maintenant? Vous êtes dans les discours assis comme les autres institutions où vous êtes toujours... parce que je m'étais plaint la dernière fois. Oui, la dernière fois, vous avez dit que quand on lit les premiers présidents de la Cour, Conseil d'État, mais on ne lit jamais premier président de la Cour des comptes, ça a été corrigé Vous savez, dernièrement, il y avait la cérémonie de la clôture de la session parlementaire de mars. La Cour avait reçu l'invitation de l'Assemblée nationale. Et là, on avait cité la Cour des comptes. Et j'ai reconnu, n'est-ce pas, la marque du président Vital Kamerhe. Mais on attend dans les discours maintenant. En pleine cérémonie. Non, mais Monsieur le Président. Si, c'est fait. C'était fait. Et donc, systématiquement. Et puis dans tout ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale, par exemple, quand le président Kamerhe parle, tout ça, même dans son programme, n'est-ce pas, il ne manque pas de parler de la Cour des comptes, des institutions, n'est-ce pas, de contrôle. Alors, dernière question, il y a des nouveaux membres du gouvernement, il y en a ceux qui sont partis. Vous pouvez leur lancer un message? Quel message vous pouvez lancer à ceux qui sont partis et ceux qui sont entrés au gouvernement aujourd'hui? D'abord, pour ceux qui sont au gouvernement, ils ont été nommés pour gérer le pays, pour gérer les finances de l'État. Tout ce que moi je peux leur demander, c'est de gérer les finances dans le respect des normes. Dans le respect des normes. C'est tout ce que je peux leur demander. Parce que la gestion des finances publiques obéit aux normes. Et ces normes-là, vous les trouvez dans la loi relative aux finances, vous les trouvez dans les règlements généraux sur la comptabilité, tout ça, et dans plusieurs textes. Je rappelle que notre invité, c'était monsieur... Et pour ceux qui ne sont plus au gouvernement, oui. Ils sont plus au gouvernement, qu'est-ce que moi je vais leur demander? Ils sont plus au gouvernement, ils gèrent plus. Mais attention, si on trouve quelque chose de plat. Non, ça je l'ai dit. C'est-à-dire que si
si la Cour des comptes relève des fautes de gestion qu'ils avaient commises pendant qu'ils étaient aux affaires, on va vous convoquer. Ils vont être poursuivis pour ça. Je rappelle que notre invité, c'était le premier président de la Cour des comptes, Monsieur Jimmy Munganga. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Eric Mbago. Merci à Patrick Mugongo et à Pascal Kalambaï qui ont assuré la partie vidéo. Merci à Grace Lema et Chris Bivoula pour la partie sonore. Merci à Miguel Mena qui était à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous suivre. La prochaine émission, c'est la semaine prochaine. À bientôt. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Mbago.